Normalement, tu te retrouves dans cette configuration-là quand tu boxes face à un boxeur qui a 3, 4 catégories au-dessus de la tienne en termes de poids. Par où commencer? Par où commencer les côtes? C'est la question du soir. Déjà par le positif, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans cette soirée à la Corée Arena. Il y a un Yoka qui a gagné déjà, Victor. Félicitations à lui pour ses débuts en pro. Il y a la masterclass de Chris Tessabé. J'invite ceux qui n'ont pas vu notre avant-combat avec ce dernier, qui s'affiche juste ici, à la visionner. Donc on voit que Chris là c'est du sérieux. Vous avez pu voir que face à un adversaire qui n'était pas un faire-valoir, il était très sharp, très aiguisé, très en appui. Il s'est même permis à la fin face à un adversaire qui est resté dangereux tout au long du combat de faire un peu le spectacle. Donc c'est une masterclass de A à Z de la part de Chris Tessabé. Félicitations à lui, félicitations à ses coachs, Bam l'héritage, les frères Alab. C'était magnifique. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas et je pense qu'il a vraiment un pédigré européen, voire mondial, ce Chris Tessabé. Ensuite, il y a eu cette magnifique confrontation que j'ai beaucoup appréciée, notamment le build-up qui était proposé par All Star entre Mehdi Boufoudi et Sofiane Oumiya. Sofiane Oumiya, toujours dans une boxe très amateur mais efficace. Et Boufoudi qui était très confiant, très à l'aise. J'ai beaucoup aimé sa prestance sur le ring, qui ne s'est pas laissé faire, qui a continué à mettre la pression. Malheureusement, ce n'était pas assez. Une belle confrontation, une belle opposition qui fait honneur à la boxe en France. Et oui, je parle beaucoup de l'honneur parce que là, ce qui est arrivé dans ce main event, c'est non seulement un coup dur pour Tony Yoka, perdre devant ses fans, sa famille, à la télévision Canal+, devant le monde entier, à l'Accor Arena, mais surtout, c'est un coup dur pour la boxe en France. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va voir pourquoi est-ce que c'est un coup dur pour la boxe en France. Et il y en a beaucoup qui se réjouissent, bien évidemment. Il y en a beaucoup qui vont se réjouir de la défaite de Tony Yoka. Ah, je vous l'avais dit. Ah, voilà, c'était pas celui qu'on croyait qu'il était. Bon, nous, on va analyser ça de manière beaucoup plus posée. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Déjà, pour ceux qui suivaient la chaîne de GOAT avant qu'on se fasse strike pour réutilisation de contenu, on avait fait pas mal d'analyses sur ce Bacolé-là. Et en quoi Martin Bacolé était très dangereux. Il fallait faire très attention à ce dernier qui, sur le papier, n'en a pas l'air, mais il a un pédigré mondial. Sparring d'Anthony Joshua, Alexander Usyk, dernièrement Tyson Fury. C'est pas pour rien si ces champions-là prennent Martin Bacolé pour sparring. Il a une réputation dans les gyms et notamment dans les gyms de haut niveau. Vous voyez sa durabilité, vous voyez la manière dont les coups de Tony Yoka ne lui faisaient rien. Et lui, pour ses 10 kilos de plus, 13 kilos de plus qu'il avait vis-à-vis de Tony Yoka, sa vitesse de main, la manière dont elle a été efficace. Et d'entrée, il n'a pas attendu 2-3 rounds. Dès le premier round, il a sonné un Tony Yoka. C'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Parce que moi, encore une fois, c'est pas les réactions en France qui m'inquiètent. Moi, vous savez, en France, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà anti-Yoka et qui attendaient cette défaite-là à bras ouverts. Et maintenant, ça les conforte, la défaite de Tony Yoka. Mais c'est surtout, moi, là, j'ai vu les réactions un peu à l'international. Pas mal de gens qui sont en train de bâcher Tony Yoka à l'international. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est-à-dire c'est un coup dur pour All Star Promotion parce que dans une grande organisation, c'est comme quand Anthony Joshua, il avait perdu. Vous avez vu de la manière dont était dépité Eddie Hearn. C'était un gros coup dur pour Matchroom. C'est-à-dire que Matchroom, ils sont encore en vie aujourd'hui, mais avant, ils pétaient le score. Et là, ça leur a fait perdre énormément d'argent. Énormément d'argent, les défaites successives d'Anthony Joshua. Et ça a même changé toute la stratégie d'investissement de Matchroom aux États-Unis. Et là, c'est ça dont j'ai peur. Parce que Tony Yoka, en plus d'être un boxeur phare, il faut savoir que chaque boxeur star est un investissement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le rematch avec Bivol est potentiellement bloqué par des zones et surtout Matchroom qui ne veulent pas prendre le risque que Canelo perde une seconde fois. Parce que ça risquerait d'endommager la marque et de faire perdre en chiffres
on va dire tous ces gros pay-per-view qui peuvent passer sous le nez de Matchroom et de Zone avec Canelo. Et là, avec All Star, là, ça a mis un coup d'arrêt parce que c'est pas grave, hein, une première défaite en pro. Ici, on n'est pas dans le paradigme Floyd Mayweather ou Boxix où on croit que dès que c'est terminé, ça y est, la carrière est finie. C'est juste que le timing est extrêmement mauvais. Parce que là, il ressortait, Tony Oka, d'un layoff avec le Covid, pas mal d'inactivité, beaucoup de questions se posaient à son sujet. Et on s'attendait, nous, à un combat avec Hergovic qui allait probablement le propulser, mais contractuellement, j'avais fait une vidéo là-dessus, il était bloqué par le combat par Bacolé. Et on avait prévenu que Bacolé est extrêmement dangereux. Dangereux. Moi, d'ailleurs, je salue Tony Oka d'être allé jusqu'au bout parce que je pensais sincèrement, après les 2 premiers rounds, que ça n'allait pas dépasser 7 rounds ou 8 rounds. J'ai été bluffé par la capacité de résistance de Tony Oka, mais après, quand t'es sonné comme ça, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui... Et ça faut avoir été sur le ring. Faut avoir pris des parpaings, que ce soit en sparring ou en compétition, pour comprendre que lorsque tu es sonné comme ça, que tu ne peux plus respirer par le nez, que tu t'es fait sonner plusieurs fois à la mâchoire, qu'il y a la panique de perdre, que tu entends tout, tu sais qu'il y a tes proches qui sont en train de te voir, et surtout qui sont en train de te voir contre-performer. Ensuite, infliger des dégâts à son adversaire, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est la situation dans laquelle s'est retrouvé Tony Oka. J'essaie de me mettre à sa place, c'est vraiment pas évident. C'est compliqué. C'est très 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 compliqué pour un Tony Oka. C'est pas le moment de cracher sur un homme qui est à terre actuellement. Du coup, ce que je vais faire, moi, c'est encenser un homme qui est aujourd'hui à tout prix à Tony Oka. Contractuellement, il a fait ses 400K et plus, voire avec tous les sponsors maintenant qui vont salter vers Martin Bacolé, il lui a pris toute la lumière. C'est-à-dire que toute la hype qui était derrière Tony Oka a été transférée à Martin Bacolé, petit frère d'Ilunga Makabu, donc l'un des potentiels adversaires de Canelo. Enfin, du moins, ça devait être un adversaire de Canelo, ça n'a pas été le cas. Heureusement d'ailleurs pour Canelo, parce que là, on a vu ce que c'était face à de vrais light heavyweight. Qu'est-ce que ça aurait donné face à ce cruiserweight qui punch, qui est Ilunga Makabu. Donc, là, on voit que déjà, cette famille-là de Congolais, c'est des gens qui punch, qui envoient énormément. Et quand on voit que le sparring partner, l'un des sparring partners principaux de Tyson Fury pour sa préparation face à Dillian Whyte, c'était Martin Bacolé, on voit, et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est quand on a posé la question en interview, d'ailleurs, ceux qui ont Canal+, moi j'ai regardé sur Canal+, tout le build-up du fight, on a posé la question à Bacolé, est-ce que tu as peur de Tony Oka ? Il a dit, mais est-ce que vous êtes sérieux ? Le mec, en sparring, il a affronté tous les champions du monde. Donc pour lui, Tony Oka, c'était juste une étape dans son paradigme. Et il l'a montré. Les coups de Tony Oka ne lui faisaient rien. Il a avancé pendant tout le combat. Et sa vitesse de main, ses crochets, l'efficacité de ses crochets. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, Tony Oka, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas, je voyais beaucoup sur Twitter, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas de crochets ? Après t'être fait sonner de la sorte dès le premier round, envoyer des crochets, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, parce que tu peux te faire contrer de manière extrêmement brutale, sachant qu'en ayant analysé les combats de Bacolé avant celui-ci, à l'approche de Tony Oka, j'ai vu qu'il avait l'habitude de pas mal contrer ses adversaires avec des crochets du gauche en contre de leurs crochets. Donc il crossait souvent ses adversaires avec son crochet du gauche, ce qui fait qu'il tombait KO immédiatement. Et donc là, je pense que c'était une bonne stratégie de Tony Oka de travailler en rectiligne. Malheureusement, il aurait dû plus travailler. Et quand je dis il aurait dû, c'est facile à dire, mais dans son état physique, c'est extrêmement compliqué de répondre de la sorte quand tu te fais sonner par quelqu'un qui est aussi lourd que Martin Bacolé, qui punch aussi lourd que lui. Donc, en dépit de la défaite de Tony Oka, de la grande désillusion pour Tony Oka et la boxe française en général, moi j'ai vu la naissance d'une star. Là. Martin Bacolé, en lui, je vois quelqu'un qui peut aller chercher ses ceintures mondiales. Très 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 concrètement. Parce que là, si vous me dites Bacolé-Hergovic, Bacolé, ce qu'il a proposé là, avec certains ajustements, il peut aller te l'éteindre, Hergovic. Et pourquoi pas aller chercher ses ceintures mondiales. Oui, là, ça devient super intéressant. Là, on mentionne du Fury.
Là, on mentionne du Prospect, Jared Anderson. Là, on mentionne du Alexander Usyk. Il est dans la conversation avec ce qu'il vient de faire, Martin Bacolé. Ce qui a été dommage, dans cette confrontation, c'est qu'il n'y a pas eu plus de réponses et de répondants de la part de Tony Oka. Ce qui image parfaitement mes propos, c'est le dernier round. Là, c'est une réaction à chaud. Peut-être que j'ai manqué quelque chose. Peut-être que j'ai vu qu'il était blessé. Pourquoi sur le dernier round, il n'a pas attaqué un Bacolé? Sachant qu'il y avait bien Virgil Hunter, son coach, qui lui a dit, et ça, j'ai beaucoup aimé toutes les instructions durant tout le combat de Virgil Hunter, qui a été honnête avec Tony Oka. C'est là que ça montre que c'est un très grand coach, qui lui a dit, on est derrière. Lors du 6e, 7e round, 8e round même, il a dit, les 2 derniers rounds, tu n'as pas le droit de les laisser passer si tu veux qu'on espérait faire quelque chose. Il n'a pas dit gagner, il a dit espérer faire quelque chose. Et à la fin du 9e round, il a été concret et très sincère, honnête avec lui en lui disant « Tu dois aller chercher le KO si tu veux gagner, il n'y a pas d'autre issue. » Il n'y a pas d'autre issue que le KO. Et c'est ça que j'ai apprécié chez Virgil Hunter, ancien coach d'André Ward. Et là, on voit qu'il y a une différence de pedigree entre les boxeurs, avec tout le respect que j'ai pour Tony Oka, c'est qu'André Ward, lui, lorsqu'on lui disait ce genre de phrase-là, ça résonnait en lui. Face à Kovalev notamment, il arrivait à renverser la tendance. Après, il n'était pas aussi sonné que, on va dire, un Kovalev, lorsqu'il te frappe, c'est pas la même chose que quand un Bacolé te sonne. Mais là, Tony Oka n'a pas réussi à renverser la tendance et n'a pas réussi à être agressif et rester passif sur le dernier round. Ce qui lui a valu malheureusement des sifflements à la fin du combat. C'est triste, je trouve ça extrêmement triste la manière dont ça s'est déroulé. J'aurais préféré voir une guerre, mais j'ai pas l'impression que Martin Bacolé ait été dans une guerre dans ce combat-là. Il n'a pas été inquiété du tout. J'avais l'impression que c'était un sparring pour lui. Un sparring avec quelqu'un qui était une classe en dessous. Et c'est ça qui m'a fait mal. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que là, on va se rendre compte que Tony Oka, qui pour moi portait l'étendard, si ce n'est plus le cas, moi je considère qu'il le porte encore, mais c'est compliqué, du coup je vais parler au passé, portait l'étendard français dans la boxe internationale. Avec cette défaite-là, on se rend compte qu'il y a un problème dans la boxe en France, parce que une grande majorité de Français, je l'ai déjà vu là sur les réseaux avant de commencer à tourner cette vidéo. Il est quelle heure? Là, il est minuit 42. J'ai vu que en commençant à tourner cette vidéo, j'ai vu sur les réseaux qu'il y en avait déjà plein de Français et j'ai l'impression que le boxe c'est le seul sport où lorsque la France perd, une grande majorité se réjouit. Et là, je me dis aussi, il y a un problème avec la boxe en France, vous voyez. C'est-à-dire que moi, je savais personnellement que ce combat-là allait être extrêmement compliqué pour Tony Oka et j'ai pas eu le temps de l'analyser, mais mon message principal que je comptais faire passer, c'est que si c'est une promenade de santé pour Tony Oka, il va falloir commencer à le respecter et c'est largement le niveau mondial. Malheureusement, ça a été la désillusion totale. C'est pas complètement mort pour la boxe en France parce qu'il y a encore des cracks, des génies, on va dire, qui sont toujours là pour on va dire, rattraper des Christ Sabé et plein d'autres. Il y a, dans la boxe anglaise, là, j'en ai pas encore commencé à interviewer. Là, on va commencer à interviewer de manière massive tous les cracks, tous les talents, que ce soit féminin ou masculin, la boxe anglaise en France pour que vous compreniez le vivier qu'il y a actuellement. Mais c'est vrai que ça fait un petit coup d'arrêt parce que à l'âge de 30 ans, avec un layoff aussi important que celui-ci, une période de pause, et perdre comme ça, alors qu'on voulait aller directement vers le titre, et je dis on, parce que je considère que Tony Oka représente la boxe en France, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué ce qui vient de se passer. C'est comme si, oui, et c'est différent là le paradigme est complètement différent d'un Cyril Gane qui perd face à Francis Ngannou. Même si encore une fois les deux ont perdu face à l'Afrique, Cameroun, Congo, là c'est très différent. Pourquoi c'est très différent? Parce que Cyril Gane, lui, il était dans quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il est arrivé face au titre, il est arrivé à la ceinture, c'était inédit. C'était du bonus. S'il gagnait, il marquait l'histoire. Même en perdant, il a marqué l'histoire. Mais là, c'était différent pour Tony Oka. On dirait qu'il était dans une configuration où il n'avait pas le droit à l'erreur. C'est ça. Et là, son confrère congolais, Martin Bacolé, de 28 ans, lui a touché le jackpot.
Regardez la joie et l'émotion même de son frère Ilunga Makabu ces derniers lors de la décision. Décision, moi, j'ai trouvé ça. Par contre, la boxe, vous voyez pourquoi la boxe anglaise, ça, c'est des choses qui m'énervent énormément. Pour moi, la décision est unanime. C'est-à-dire que c'était une domination totale de la part de Martin Bakole. Là, on peut être aigri de la défaite de Tony Oka, mais reconnaître que c'était une domination totale et que c'était une décision pour moi unanime. C'est une réaction à chaud, hein. Et pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une décision unanime. Donc le fait qu'un juge donne un draw, ça salit la boxe en France. C'est retransmis partout. Si je ne me trompe pas, c'était retransmis sur ESPN, non? Parce qu'ils sont en copromotion avec ESPN, je crois, Tony Oka. Et le fait qu'il y ait un juge qui fasse ça, c'est ridicule. On n'a pas besoin de ça. On sait qu'il a perdu. Ça fait quoi si c'est une différence entre une décision partagée ou une décision unanime? Il a perdu. Moi, je trouve que ça décrédibilise les instances de boxe en France. Totalement. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Le juge qui a fait ça, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas c'était quoi, si on lui a passé... Enfin, je ne vais pas commenter plus là-dessus. Ça m'a énervé. En tout cas, c'est une très belle histoire pour Martin Bakole. Moins belle pour Tony Oka. Il y avait une grosse différence de puissance, hein. Une énorme différence de puissance à laquelle je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que j'ai eu certains signaux lors de la différence de poids, lorsque j'ai vu que malgré la différence de poids aux palettes, Martin Bakole conservait une certaine vitesse au niveau des mains et une certaine réaction et coordination en termes d'envoi de coups et d'appui. C'est-à-dire que sur ses appuis, on peut voir que même malgré le fait qu'il soit flat-footed, ancré sur le sol, ses coups partent extrêmement vite en crochet, extrêmement vite. Et c'est très compliqué de boxer un boxeur de la sorte parce que la position de ses jambes porte énormément en confusion. Et c'est dur de jouer la distance face à un Martin Bakole et tu te manges une valse de crochets forcément qui touchent, hein, qui font extrêmement mal. Et il a eu raison de poser le genou. Il a eu raison à plusieurs reprises de poser le genou, Tony Oka, parce que sinon il aurait pu se faire arrêter debout. Et ça, c'est l'expérience. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris dans le combat. C'est la première fois qu'il posait le genou qui était au sol. Heureusement qu'il a posé le genou. Moi, j'ai soufflé, j'ai fait, mais attends, mais là, il va se faire arrêter dès le premier round. C'était un truc de fou. J'avais peur que l'arbitre... Parce qu'il faut savoir que en boxe anglaise, c'est arrêt debout. Si l'arbitre intervient debout, le combat est terminé. On a fait assister à la catastrophe. Mais j'ai envie de te dire, il y en a qui auraient préféré qu'ils perdent complètement par KO. Parce que là, on allait sur les 12 rounds, on a vu que sur les 12 rounds, il n'y avait aucune arme. Je sais pas, je connais pas le contexte, hein. J'ai pas parlé avec Tony j'ai pas eu de contact avec lui personnellement avant le combat ou autre. C'est pas quelqu'un que je côtoie personnellement, donc je sais pas s'il avait des blessures dans son training camp. Mais c'est pas, je m'attendais à un combat serré, mais je m'attendais pas à une contre-performance de la sorte de la part de Tony Oka. C'est-à-dire que ce combat-là, pour moi, ne représente pas du tout le niveau qu'a Tony Oka. Mais vraiment pas du tout. Et c'est vraiment fatal que ce soit lors d'une grosse soirée de boxe de la sorte qu'on voit une telle prestation. Parce que même les commentateurs sur Canal, moi j'avais regardé sur Canal, ils ne savaient pas trop quoi dire. Ils ne savaient pas trop comment réagir à ce qu'ils voyaient. C'est compliqué. C'est très 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 compliqué. C'est très très compliqué comme situation pour Tony Oka. Il va bien évidemment rebondir. Chez les lourds, 30 ans, c'est pas la fin du monde. Une défaite, c'est une défaite qui fait bien évidemment très 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 mal à sa carrière. Là, on peut pas nier. On peut vraiment pas nier parce que là, j'ai juste envie de voir comment est-ce que les investisseurs derrière lui et son écurie va réagir à ça. Qu'est-ce qu'ils vont réorganiser pour la conquête? Parce que c'était ça la ligne directrice, la conquête vers le titre. Et est-ce qu'une défaite va pouvoir permettre de... Est-ce qu'ils vont pouvoir passer outre cette défaite-là pour viser un titre mondial? Sachant qu'il y avait énormément dans son cas, Tony Oka, c'est la première fois que moi je voyais un boxeur avec autant de haters, entre guillemets, français de la sorte. C'est dommage que ça arrive maintenant, j'aurais préféré qu'il perde, peut-être pas dans ce combat-là, mais celui d'après. Parce que là, c'était ce qui est d'autant plus fatal, c'est que les gens voient ça comme le premier test. Alors qu'avant, il a battu des Allen, il a battu des gens qui étaient costauds aussi. Mais les gens dans le paradigme de certains Français, ils vont se dire « Ah vous avez vu, c'est une escroquerie. » Le premier test de Tony Oka, il l'a foiré. Dès que c'est pas, entre guillemets, contre un videur de boîte de nuit ou je ne sais quoi, ça passe pas. Mais c'est pas du tout ça, les gars.
C'est pas du tout comme ça. Enfin, moi, c'est pas la manière dont je vois la chose. C'est un accident qui arrive en cours de route. C'est arrivé à plein de gens. Hein. C'est arrivé à Lomachenko très tôt aussi dans sa carrière. C'est arrivé à des. Je vais pas comparer les deux, mais c'est vrai que j'ai été assez déçu. En même temps, il a été touché très tôt de manière très dure dans le combat, mais j'étais assez déçu de offensivement ce qu'il a proposé Tony Oka. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce combat-là. Mais c'est vrai que c'était très 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 compliqué et j'ai été extrêmement impressionné par un Martin Bacolé. On a vu que là, dans sa famille, hein, il y avait un champion. Son frère Ilunga Makabu, qui est champion WBC des cruiserweight, là, ça s'est ressenti. Là, le gars, on a ressenti le pedigree en sparring de tous les champions qu'il a boxé dans les salles. On a senti qu'il était extrêmement à l'aise et qu'il était aucunement inquiété par Anthony Oka. Et donc là, lui, il se dirige directement vers le titre. Pour le coup, l'histoire pour Bacolé, elle est très très belle. Il a eu raison, pour le coup, pour ceux qui ont suivi nos vidéos qui ont sauté, de faire le forcing contractuellement. Parce qu'il touche le payday, il prend la lumière et il se dirige tout droit vers le titre, sachant qu'il était classé devant Tony Oka. Donc c'est du gagnant à 100% pour Bacolé, pour les Congolais. Pour la boxe congolaise, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement magnifique. Deux frères potentiellement qui auraient la possibilité d'être champions dans des catégories lourdes, c'est magnifique. C'est une très belle histoire. Pour la France, c'est moins beau. Et écoutez, je m'attendais à ce que ce soit extrêmement... Je vais finir là-dessus. Je m'attendais à ce que ce soit extrêmement serré. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit un combat extrêmement serré. Malheureusement, ça n'a pas été si serré que ça. Et j'ai été très, très, très surpris de voir la domination totale qu'a proposé Martin Bacolé sur Tony Oka. Il y a des jours... Dans la boxe, tout peut arriver. Et notamment en poids lourd, il suffit d'un coup. Il y a des nuits sans. Il y a des nuits avec. Là, c'était une soirée sans pour Tony Oka. Malheureusement, je pense qu'il va se relever. Ceux qui connaissent la carrière de Tony Oka savent que il avait chuté la première fois qu'il avait tenté d'aller au JO, à Londres, si je ne me trompe pas, et à Rio, il a rebondi. Tony Oka, c'est quelqu'un qui a la mentale d'un champion. Donc là, vous pouvez me dire, ouais, t'abuses, je pense pas qu'il va aller, je pense que c'était un hype job, un peu à la... Je pense pas qu'il était aussi surcoté qu'un Anthony, on va dire... Parce que moi, Tony Oka, à l'heure actuelle, malgré la contre-performance qu'il vient de proposer, qui est très, 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 on va dire, décevante, je pense toujours qu'il peut tenir tête. Pour moi, hein, il tient largement tête à un Anthony Joshua. Je parle pas des autres poids lourds, hein, mais je parle d'un Anthony Joshua. Parce que pour moi, Anthony Joshua, c'est quelqu'un qui aussi a été victime d'une popularité qui n'était pas proportionnelle à son talent. Et est-ce qu'on peut dire ça de Tony Oka? Parce qu'en France, Tony Oka, c'est quelqu'un qui est très polarisant. C'est quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui disent de lui que c'est une fraude, il y a beaucoup de gens qui disent de lui qu'il est talentueux. Donc moi, je pense que c'était plutôt équilibré. Et cette défaite-là, ça va lui apprendre. C'est vrai que le timing, surtout de la défaite, fait extrêmement mal. Mais par contre, rien n'empêche que d'ici 1 an, 2 ans, on le revoit sur le haut et le devant de la scène, Tony Oka, pour une ceinture. Là, rien n'empêche cela. Même d'ici la fin de l'année, moi je suis libre, je demande à ma promotion, je fais le forcing pour faire un combat pour me relancer directement. Après, bien sûr, d'un point de vue pugilistique, il y a énormément de choses à régler. Notamment en termes d'appui. Là, c'était pas bon. Là, il n'était pas sur ses appuis. On sent que ses coups ne faisaient pas mal. Et en termes de puissance, il y a un gros travail de puissance à faire de son clan. Je parle en tant qu'analyste. Je ne parle pas en tant que... Voilà, là, je parle de par le résultat que j'ai vu, j'en fais des déductions. Après, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir que... Et vous voyez le danger d'être un slow starter face à des punchers. Ça, c'est ce qui vient de se passer là, les gars. Et là, je change complètement de sujet. C'est exactement le danger auquel serait exposé Terence Crawford s'il commence lentement face à un Errol Spence. Si Terence Crawford, qui pour moi a l'avantage dans cette confrontation, commence lentement comme il en a l'habitude, comme il a commencé face à un Sean Porter, face à un Errol Spence, il va se faire marcher dessus de la même manière qu'un Martin Bacolé a marché sur Tony Oka. Et là, vous avez vu à quel point il n'était pas préparé, le clan Oka, à ce que
Martin Bacolé, dès le premier round, enclenche la marche avant. Il était déjà chaud. Dans sa tête, il était déjà au 6e round. Au premier round, Bacolé était déjà au 6e round, alors que Yoka avait besoin de se chauffer. Et ça, je l'avais dit, encore une fois, vidéo qui a sauté à cause de la réutilisation de contenu, mais face à Petar Milas, on avait vu qu'il avait besoin d'engranger du rythme. Et que ça pouvait lui porter défaut s'il ne se mettait pas directement dans les combats. Et c'est ce qui s'est passé. Dès le premier round, il s'est fait toucher. Et ça a complètement cassé toute sa performance. Après c'est personnellement, pour moi, sur les 9 rounds qu'on suivit, c'était pas le Tony Yoka que j'ai l'habitude de voir boxer. Je sais pas pour lui trouver des excuses, hein, loin de là. Mais le contexte montre que, avec le Covid, là par contre, ceux sur qui je vais tirer, c'est... Et je veux pas de problème, hein, mais ceux qui le managent. Ceux qui le managent, là. Pour moi, ça a été une faute professionnelle de ne pas avoir fait boxer Tony Yoka durant toutes ces périodes de Covid, là, selon les offs. De ne pas l'avoir envoyé aux États-Unis, sachant qu'ils sont en copromotion avec ESPN, le avoir fait prendre du rythme. Parce que là, clairement, on avait l'impression qu'il était complètement détruit par ce qu'on appelle le ring rust. C'est-à-dire la rouille de non-activité, littéralement en français. On avait l'impression que ce layoff-là l'a complètement détruit. Et ça ne s'est pas forcément vu face à des Petar Milas ou d'autres, parce que ce n'étaient pas des gens qu'on considère, avec tout le respect que j'ai pour eux, comme des top dogs dans les catégories lourdes. Mais face à quelqu'un qui a le pedigree mondial, ce ring rust-là, cette inactivité, entre guillemets, durant la période Covid, qui aurait pu, selon moi, être évitée et contournée par l'équipe de management de Tony Yoka, c'est vu face à un boxeur de haut niveau, de très très haut niveau, qui sortait d'un camp entier avec un Tyson Fury qui a annihilé un Dillian White. Et ouais, c'est très très compliqué. C'est très 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 compliqué, c'est très dur. Mais je pense qu'il va pouvoir en revenir. Je pense qu'il va pouvoir revenir de ça. Je suis un peu Moi, personnellement, j'étais un peu frustré de la prestation. J'étais extrêmement admiratif de la prestation de Bacolé et très frustré de la prestation de Tony Yoka. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est la boxe poids lourd et il s'est fait toucher dès le début. C'est le jeu. C'est le jeu, les gars. C'est le jeu. Soyez pas trop dur avec lui en commentaire ou sur les réseaux ou autres, parce que il va revenir. Il va revenir. C'est un battant. Je pense qu'il va revenir. Surtout, les gars, soutenez, avec le coup dur que vient de prendre la boxe française, soutenez les jeunes talents comme les Christé Sabé, les gars. Là, on a un crack en la personne de Christé Sabé entre les mains. On a un crack. Le mec a pris un adversaire sur les qui-vive. Il a su 1 ou 2 jours à l'avance qu'il allait affronter. L'adversaire, parce que moi, j'ai parlé avec leur équipe de management quand je suis allé interviewer. J'ai parlé avec eux. Les adversaires ne faisaient que changer. Et malgré ça, regardez la manière dont il l'a géré. Regardez, il y a des talents en France, il faut les soutenir, clairement. Et nous, ça c'est notre travail, nous en tant que médias, de les mettre en avant. Et donc là, on est content d'avoir collaboré avec ce boxeur-là, d'autres boxeurs, parce que c'est vraiment des gens qu'on estime qui, d'ici 5-7 ans, ont leur chance mondiale très largement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette soirée de boxe-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation du main event ? Moi, je tape des mains et je félicite un Martin Bacolé parce que c'était remarquable ce qu'il a proposé. Là, personnellement, moi, je pense qu'il peut largement rivaliser avec toutes les têtes, hein, le top 3 mondial, clairement. Martin Bacolé, ce qu'il a proposé là, clairement. La manière dont il encaisse les coups, la manière dont il est serein. C'est très dur de boxer des boxeurs comme ça, hein, parce qu'en plus, il est rapide. Ça se voit pas, mais il est rapide. Et quand tu es extrêmement lourd, quand tu es face à un boxeur, ça veut dire... Là, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir relate et je vais terminer là-dessus. Quand tu es en sparring, tu es face à quelqu'un qui est plus lourd que toi, plus puissant et surtout plus rapide, tu sais que c'est ultra compliqué. Et tu te retrouves à tourner autour de lui. Combien de fois je me suis en sparring retrouvé dans la configuration dans laquelle s'est retrouvé Tony Yoka ? Ça, c'est normalement, tu te retrouves dans cette configuration-là quand tu boxes face à un boxeur qui a 3-4 catégories au-dessus de la tienne en termes de poids. Et là, les deux étaient des poids lourds. Mais on avait l'impression qu'en termes de poids, il était 3-4 catégories au-dessus de lui. Il tournait autour de lui et dès qu'il rentrait, il se faisait punir. Sur ce, la Goat Family, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à nos réseaux sociaux, au TikTok. Tous les liens sont dans le Linktree.
Et je vais couper la vidéo, sinon je vais pas m'arrêter. Mais là, je pense que je vais aller dormir parce que ça m'a... Ouais, non, ça fait mal. Ça fait mal, c'est un peu... Enfin, quand je dis ça fait mal, moi, pas personnellement, mais pour la boxe, moi, je regarde tout d'un point de vue business. Pour la boxe en France, c'est compliqué, les gars. Sur ce, je vous dis peace. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.